Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'honneur de vous retrouver pour cette nouvelle émission de droit des patients consacrée aux droits des patients. Cette émission à vos droits consacrée aux droits des patients. Ce matin, nous aborderons le thème des soins psychiatriques et nous avons le plaisir de retrouver Lorraine, étudiante en Master 2 de droit de la responsabilité médicale à la FLD de Lille. Bonjour Lorraine. Bonjour Anaïs Alia. Avant de vous laisser la parole, il convient de rappeler ce qu'est un trouble psychiatrique. Le trouble psychiatrique désigne un ensemble de troubles psychiques, neurologiques ou psychologiques qui entraînent des difficultés, des souffrances et des troubles du comportement. Il convient de faire dès le départ la distinction entre le travail du psychiatre, qui porte plus sur le psychisme, et le travail du psychologue, qui consiste en l'étude d'un comportement. Leur rôle, bien que différent, est ainsi complémentaire. Maintenant ces précisions posées, il convient de s'interroger sur les conditions de prise en charge du patient et ses droits. Ainsi Lorraine, ma première question. Un patient atteint de troubles psychiatriques conserve-t-il sa capacité juridique ou bien la voit-elle diminuer ? Alors l'incapacité juridique est une situation dans laquelle se trouve une personne à raison de la défaillance de ses facultés mentales. Les personnes incapables bénéficient donc d'un régime légal de protection et n'ont pas la faculté d'exercer seules certains droits. Ce sont ainsi des régimes de tutelle et de curatelle qui sont mis en place par une décision du juge des tutelles. Donc le seul fait qu'une personne soit atteinte de troubles mentaux médicalement constatés ne suffit pas à pouvoir déclarer cette personne incapable juridiquement. Très bien. Et concrètement, pouvez-vous nous dire, Lorraine, quel est le but d'une hospitalisation en établissement de santé mentale ? Alors le but est de soigner les maux de l'esprit. Les établissements de santé mentale sont des établissements qui sont spécialisés et qui regroupent des professionnels ayant pour projet d'accueillir et de soigner des personnes qui ont des troubles psychiques. Le psychiatre se doit donc de proposer aux personnes atteintes de ces troubles psychiatriques des soins adaptés à leur pathologie. Dès lors, l'hospitalisation peut prendre plusieurs formes. Elle peut se faire sous forme complète, c'est-à-dire que le patient est présent à l'hôpital de jour comme de nuit. Elle peut se faire sous forme ambulatoire, c'est-à-dire que le patient vient quelques heures à l'hôpital dans la journée. Elle peut se faire à domicile ou encore à temps partiel. Une hospitalisation sans consentement n'étant pas un acte anodin, j'imagine qu'il existe des conditions d'admission. Ainsi, Lorraine, pouvez-vous nous dire qui décide de l'hospitalisation ? Alors, il faut faire une distinction entre deux situations. Tout d'abord, l'individu peut décider lui-même de son hospitalisation. On parle d'une hospitalisation libre du patient. Le malade fait donc une demande et cela se passera de la même manière qu'une hospitalisation classique, c'est-à-dire qu'il devra communiquer plusieurs documents qui sont les documents classiques pour n'importe quelle hospitalisation. La durée de cette hospitalisation sera déterminée par l'équipe médicale, mais le malade est libre de sortir quand il le souhaite puisqu'il vient de son plein gré. Il dispose donc des mêmes droits que ceux reconnus aux malades soignés pour toute autre cause. Cela relève du principe fondamental qui est celui de la liberté d'aller et de venir, reconnu constitutionnellement et protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Cependant, l'hospitalisation peut aussi se faire sur demande d'un tiers. Cette notion a été introduite par la loi Esquirol du 30 juin 1838 sur les aliénés. À l'origine, il s'agissait d'un placement volontaire afin d'hospitaliser une personne atteinte de troubles mentaux pour nécessité médicale. La loi du 27 juin 1990 est venue requalifier cette hospitalisation et elle vient parler d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. J'imagine qu'il n'existe pas une seule forme d'admission pour une hospitalisation sans consentement. Pouvez-vous nous dire, Lorraine, quelles sont les différentes formes d'admission possibles ? En effet, il existe 3 différentes formes d'hospitalisation sans consentement. L'admission à la demande d'un tiers, qui est une demande présentée par un membre de la famille du patient ou par une personne ayant un intérêt à agir comme un tuteur, un curateur, un conjoint ou encore un membre de la famille. Le directeur de l'établissement d'accueil décidera de l'admission du malade ou non. Ensuite, il y a l'admission en cas de péril imminent. Cette forme d'admission, elle a été introduite depuis la loi du 5 juillet 2011. Cette procédure s'applique dans 2 cas. Tout d'abord, quand il n'y a plus aucun tiers capable de déclencher la procédure, c'est le cas pour les personnes désocialisées, les personnes sans domicile fixe, ou encore lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Dans ce cas, c'est la procédure d'urgence qui s'applique. Ensuite, il y a l'admission sur décision du représentant de l'État. On parle plus communément d'une hospitalisation d'office. Et depuis la loi du 5 juillet 2011, on parle des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. La procédure d'admission relève du seul représentant de l'État dans le département, c'est-à-dire le préfet.
Il va prononcer l'admission au regard d'un arrêté préfectoral fondé sur un certificat médical circonstancié. Le but étant de permettre aux personnes atteintes de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public d'être placées sans délai dans un établissement spécialisé. Une question qui me paraît importante à aborder maintenant, afin d'éclairer les téléspectateurs. Un patient hospitalisé en soins psychiatriques a-t-il les mêmes droits qu'un autre patient ? Alors le patient hospitalisé en soins psychiatriques se voit privé de sa liberté d'aller et de venir. Toutefois, il conserve son droit de vote, son droit au respect de sa vie privée et sa liberté d'expression, son droit à la dignité humaine. Il peut également demander l'accès à son dossier médical, nommer une personne de confiance et choisir son médecin traitant. Il a le droit à une information adaptée sur ses droits, son état de santé, les soins et les traitements qu'il reçoit. Certes, ces droits peuvent être restreints pour des motifs médicaux par décision du psychiatre ou pour des motifs de sécurité par une décision du directeur de l'établissement. Très bien Lorraine. Pour terminer, pouvez-vous nous indiquer s'il existe un contrôle des hospitalisations sans consentement et des mesures de restriction aux libertés ? En effet, le juge de la liberté et de la détention est le garant des libertés individuelles. Il peut à ce titre être saisi par le patient ou s'autosaisir pour prononcer le maintien ou la main levée d'une mesure de soins sans consentement. On peut également citer la commission départementale des soins psychiatriques et le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ces autorités disposent d'un pouvoir de contrôle des établissements et des hospitalisations sans consentement. Ils sont garants des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Un grand merci Lorraine, vos réponses ont permis d'éclairer les téléspectateurs sur ce sujet extrêmement complexe. Ce numéro d'À vos droits clôture la série d'émissions À vos droits consacrée aux droits des patients. Merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.